Ici Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Aujourd'hui, nous allons traiter des régimes de protection aux majeurs en cas d'inaptitude et aussi de l'ouverture d'un régime de protection en matière de curatelle. La Charte des droits et libertés de la personne protège les personnes âgées ou handicapées contre l'exploitation. Elle leur garantit la protection que doivent apporter leurs familles ou ce qui en tient lieu. Les régimes de protection aux majeurs ont été établis dans le respect de la personne, de la volonté et de l'autonomie des individus. Ils s'adressent à tous les majeurs inaptes à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par l'altération des facultés mentales ou par l'inaptitude physique à exprimer sa volonté. Le choix de l'un ou l'autre des régimes dépendra du degré d'inaptitude de la personne. Enfin, 3 régimes ont été établis: la curatelle, la tutelle et la dation d'un conseiller. Soulignons que la loi a aussi prévu un mandat en cas d'inaptitude. Dans l'éventualité où une personne n'est plus en mesure de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens, la loi a prévu un régime de protection privé qui demeure cependant sous la surveillance du curateur public en vertu des droits sur protection du majeur. Le mandat donné en prévision d'inaptitude est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, le mandataire, de le représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique à l'égard d'un tiers. Les régimes de protection aux majeurs auront donc une conséquence importante sur la protection des droits de la personne qui est touchée. Pour nous parler de la protection du majeur inapte et le mandat dans le cas d'inaptitude, nous avons Mme Ginette Labrosse, représentante et conseillère spécialisée, responsable de la formation professionnelle à la Société Alzheimer de Laval. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Donc, la Société d'Alzheimer de Laval, quel est cet organisme et depuis quand existe-t-elle? Alors, la Société Alzheimer Laval a été fondée en 1995 et notre mandat, notre mission est d'accompagner, d'aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et les proches aidants. Et donc, nous offrons des services à ces personnes. Et la nature d'accompagnement que vous faites, pouvez-vous donner un exemple des services que vous offrez? Oui, certainement. Alors, on a tout d'abord au niveau de l'information, on reçoit on fait des consultations téléphoniques et on a aussi on offre des cafés-rencontres qui sont là pour informer les gens, les sensibiliser à la maladie et à des sujets qui les touchent de près. Aussi, nous offrons plusieurs services de répit aux personnes atteintes de la maladie et leurs proches. Donc, ça permet à la personne atteinte d'être stimulée et aux proches d'avoir un peu de répit. Alors, il y a le centre d'animation répit, on a aussi la halte répit, un groupe qui s'appelle Parti pour l'après-midi où on reçoit des personnes atteintes en début de maladie. Alors, aussi, on a le service d'hébergement permanent. On a aussi un centre de documentation. Donc, dans le cadre de la formation que vous offrez au niveau, j'imagine que vous les informez sur les ressources de santé, services sociaux et les ressources légales, finalement, pour les mandats en cas d'inaptitude. Pouvez-vous nous expliquer les formations que vous offrez aux proches aidants ou aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer? Alors, à l'intérieur de nos formations, en fait, on informe les personnes, les participants sur la maladie d'Alzheimer et les différentes étapes qui vont venir dans la maladie. Aussi, on s'assure que les personnes ont les services nécessaires. Donc, ils peuvent faire appel à un travailleur social, donc téléphoner au CLSC pour obtenir une évaluation psychosociale d'une travailleuse sociale et obtenir les services dont ils auront besoin. Ensuite, naturellement, on s'assure qu'ils ont des services, des soins de santé suivis par qu'ils sont suivis par un médecin. Sinon, s'ils n'ont pas de médecin de famille, bien, on les encourage de s'inscrire rapidement, d'appeler à l'accueil première ligne et d'obtenir, s'inscrire sur la liste pour obtenir un médecin ou d'aller en clinique externe, mais de ne pas rester seul avec les signes précurseurs qui se présentent et donc de vraiment aller faire appel à un médecin. Donc, comme tous les membres de la population, comme tous les autres citoyens, l'Alzheimer, c'est une maladie, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être porteurs de d'autres maladies. Et comme c'est une clientèle vulnérable, j'imagine qu'on doit s'assurer qu'ils ont le même suivi médical, les mêmes droits
que les autres citoyens pour s'assurer qu'ils ne soient pas laissés en plan juste parce qu'ils ont la maladie d'Alzheimer. Donc, il peut y avoir des nécessités de services sociaux et des services de santé. Absolument. Et au niveau maintenant légal, à partir du moment où le diagnostic est établi, vous les sensibilisez au mandat en cas d'inaptitude. Et j'imagine que la clientèle et les proches ont besoin d'être sensibilisés à ça assez tôt. Oui, assez tôt pour que, justement, on essaie, pendant que la personne atteinte est en phase légère de la maladie, elle est encore apte à prendre des décisions. Alors, on lui suggère de parler avec ses proches et aussi, on lui suggère de faire un mandat d'inaptitude ou procuration bancaire dans l'éventualité où où la personne sera déclarée inapte. Alors, on leur suggère d'aller prendre des informations et de prendre leurs décisions maintenant pour planifier l'avenir au niveau financier, au niveau successoral, légal. D'accord. Et tout. Merci. Les mesures de protection aux majeurs ont été prévues dans le Code civil du Québec. Les évaluations médicales et psychosociales constituent l'élément déclencheur de toute demande pour mettre sous mesure de protection une personne en perte d'autonomie ou victime d'un accident grave. L'évaluation médicale est faite par un médecin et touche l'état de santé de la personne. C'est elle qui déterminera le degré d'inaptitude. L'évaluation psychosociale, quant à elle, est demandée par un professionnel, généralement un travailleur social, exerçant dans le réseau de la santé ou en pratique privée. Elle permet de connaître l'autonomie de la personne et son besoin de protection. Elle prendra en compte les mesures susceptibles de répondre à ses besoins sans recourir à un régime légal. La prise en charge par la famille et par les proches est privilégiée lors de cette évaluation, ceux-ci étant les mieux placés pour jouer ce rôle. La prise en charge par le curateur public étant envisagée seulement en dernier ressort. Une fois les évaluations médicales complétées et les évaluations psychosociales en main, la personne faisant la demande d'ouverture peut avoir recours à un avocat ou à un notaire, accrédité ou non, qui se chargera des procédures. Elle peut aussi mener seule cette opération. Il faut préparer une requête pour ouvrir le régime et convoquer une assemblée de parents, de proches et d'amis, une déclaration sous serment au soutien de la requête et un avis concernant la date de présentation au tribunal. Peu importe qui organise les démarches, on communique à cette étape la requête à la personne protégée, à un membre de la famille, au curateur public par l'intermédiaire d'un huissier ou par un autre mode prévu par la loi. Il faudra alors ouvrir un dossier à la Cour supérieure qui relève de la résidence de la personne ayant besoin de protection et déposer au greffe de la Cour au moins 10 jours avant la date prévue un extrait de naissance, les évaluations médicales et psychosociales ainsi que les autres documents exigés. Rappelons que la personne inapte pourra toujours être représentée par son conseiller ou par un avocat lors de la requête pour ouverture d'un régime de protection. Une audition devant le tribunal n'aura lieu qu'en cas de contestation. Rappelons que la personne inapte peut, si elle veut, y assister et être représentée par un avocat. Donc, le processus diagnostique d'Alzheimer, d'une personne qui souffre d'Alzheimer, c'est que j'imagine c'est un long cheminement de consultation. Et quels sont les signes avant-coureurs et comment s'établit le diagnostic d'Alzheimer sur une personne? Alors, il y a plusieurs signes avant-coureurs. En fait, il y en a 10. Je vais peut-être en aborder 3 ici. Donc, les gens qui ont une difficulté à retenir l'information récente, ranger des objets dans des endroits inappropriés, aussi où la personne peut se retrouver désorientée, être dans sa rue, mais tout d'un coup ne plus savoir comment elle est arrivée là et comment retrouver sa maison. Alors, ça peut être des signes avant-coureurs. Ensuite, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer se fait en éliminant d'autres maladies. Donc, la personne atteinte... Donc, c'est un diagnostic d'exclusion.
Oui. Alors, donc, la personne atteinte, idéalement avec un proche, va rencontrer le médecin et parle des difficultés qu'elle rencontre au niveau des signes précurseurs qu'elle présente. Et à ce moment-là, avec l'aidant qui peut ajouter ses observations qu'il a eues quotidiennement avec la personne, eh bien, le médecin est en mesure d'établir un diagnostic. Mais aussi, généralement, le médecin va aussi demander à la personne de passer un scan ou résonance magnétique pour voir s'il n'y a pas une autre maladie. Il pourrait y avoir une tumeur. Il peut arriver aussi qu'il y ait 2 diagnostics, 2 maladies, parce qu'une personne d'Alzheimer peut souffrir d'autres maladies, donc le processus diagnostique peut être un peu plus long au niveau de l'investigation. Ça prend combien de temps à peu près avant d'obtenir un diagnostic d'Alzheimer? Si je regarde avec les clients que je vois depuis plusieurs années, en général, c'est sur quelques mois, jusqu'à 1 an même, parfois pour établir le diagnostic. Parce que aussi, il y a entre autres, il y a des symptômes qui peuvent ressembler à une grave dépression. Oui. Les symptômes peuvent être semblables à la maladie d'Alzheimer ou quelqu'un qui aura une grave infection ou des problèmes avec la glande thyroïde. Alors, ils ont plusieurs aspects médicaux à vérifier. Donc... Durant cette période-là, cette démarche-là, est-ce qu'ils peuvent avoir quand même accès à vos services, même si le diagnostic n'est pas encore, ou c'est simplement au moment où le diagnostic est vraiment posé que les personnes ont accès à vos services? Idéalement, c'est certain que nous, on ne demande pas sur papier, là, on veut le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais quand le médecin a commencé à envisager que oui, il y a des signes importants de la maladie, on va accepter, si la personne a désir, on va accepter de donner les services. Parce qu'on se dit que quelqu'un qui est atteint de cette maladie-là, qui a besoin d'échanger, de parler de ce qu'elle vit, et d'obtenir des services, commencer à organiser son quotidien et tout. Comment vit la victime, pas la victime, mais la personne là, qui est dans un processus d'établissement de diagnostic d'Alzheimer, les premières semaines, les premiers mois durant l'investigation, les proches, comment vivent ces personnes-là? J'imagine qu'il y a beaucoup d'anxiété. Absolument, il y a beaucoup d'anxiété. C'est certain que c'est vraiment un choc. Parfois, on dit que les gens sont dans le déni, mais ça fait partie du processus, du cheminement vers l'acceptation éventuellement de la maladie. Mais au début, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peine. Les gens se disent, mais j'ai pas ça, je vais voir un autre médecin, peut-être qu'il s'est trompé. Il y en a qui vont aller vers un médecin pour essayer d'obtenir vraiment une autre consultation, une autre opinion. Mais donc, effectivement, c'est un moment très difficile et c'est pour ça que le plus tôt possible, c'est bien d'encourager les personnes d'aller vers des services. Il y a un programme qui existe, entre autres, qui s'appelle Premier Lien, donc soit infirmière, soit médecin. Oui. OK. Peut compléter ce formulaire-là qui fait en sorte que le médecin va nous faire parvenir le formulaire et nous, on va entrer en contact avec la famille de la personne atteinte s'il le désire. Et quelles sont les ressources qui sont offertes par le réseau de la santé, des services sociaux, d'accompagnement au niveau des intervenants? De quelle nature, quel genre d'intervenants vont accompagner la personne qui souffre d'Alzheimer? Bon, en premier lieu, à la Société Alzheimer-Laval, c'est certain que nous, on a une équipe de conseillers, on a des services avec des intervenants, des animateurs, et à travers différentes activités, différents services, on a un lien avec la personne atteinte et les proches, mais aussi on s'assure effectivement qu'ils soient bien entourés au niveau psychosocial, donc qu'ils aient une travailleuse sociale ou un travailleur social, et aussi qu'ils aient un médecin, qu'ils aient des suivis réguliers. Alors, c'est aussi important d'être supportés de tous les angles. Et quelles sont les problématiques là, auxquelles ils vont devoir faire face là, à court ou moyen échéance? Au niveau des soins? Est-ce que l'accessibilité aux soins est plus facile ou est-ce que ça pose problème? Est-ce que vous les sensibilisez aussi là, à la perte d'autonomie, donc à la nécessité de prévoir des moyens lorsqu'ils seront inaptes à pouvoir gérer?
Alors, comment vous Oui. intervenez? En fait, comme on sait que la maladie d'Alzheimer touche des troubles de la mémoire et aussi des problèmes cognitifs, donc au niveau du jugement, de la pensée, de l'organisation des idées, on sait que plus la maladie évolue, la personne perdra certaines capacités. Donc, on les encourage à demander des services, entre autres les services de stimulation au répit, services pour les personnes atteintes en début de maladie, pour continuer à avoir des liens sociaux aussi, à faire de l'exercice, à bien manger. Alors, c'est des conseils aussi qu'on peut leur apporter. Et maintenant, là, vous parliez tantôt là, des mandats des bancaires et des mandats à cas d'inaptitude. À quel moment vous suggérez aux personnes qui souffrent d'Alzheimer qu'il est indiqué de faire ces démarches-là? Bien, idéalement, on en parle dans nos ateliers de formation aux aidants et ce qui est bien, c'est de le faire quand la personne, si ce n'est pas déjà fait, parce que parfois c'est déjà fait, le mandat d'inaptitude. Par contre, on encourage les personnes, lorsque la personne est, par exemple, si on parle de stade léger, modéré, avancé, eh bien, au stade léger, la personne est encore très autonome et capable de faire ses choses seule. Au stade modéré, elle commence à avoir besoin d'accompagnement, avoir besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne ou pour gérer ses finances. Donc, est-ce que je me trompe, à chaque stade pourrait correspondre une mesure de protection différemment établie par la loi, comme vous avez parlé d'un mandat bancaire pour commencer. Oui. Donc, on peut avoir des mandats spéciaux, on peut avoir des mandats en cas d'inaptitude. On peut suivre différents mandats, dépendamment du développement de la maladie, c'est ce que je comprends. C'est ça. S'il arrive une étape où la personne a de la difficulté à gérer ses finances, à ce moment-là, la personne, on lui dit qu'elle peut demander une procuration bancaire. Procuration bancaire. Oui. Ensuite, bien entendu, c'est important de prévoir un mandat d'inaptitude pour, pendant qu'on est en début de maladie, c'est important de décider nous-mêmes, c'est important pour les personnes atteintes de décider eux-mêmes de qui prendra charge de leurs biens et qui prendra les décisions pour eux selon leur volonté à eux. Donc, c'est important aussi de savoir que le patient, le citoyen qui est victime de maladie d'Alzheimer a aussi des droits. Donc, si on se dépêche trop vite là, de vouloir lui enlever ces droits-là, j'imagine que vous êtes sensibilisé aux bénéficiaires qu'il a des droits lui aussi. Oui, cet aspect-là va rentrer en ligne de compte. Effectivement, on souhaite que les gens soient bien appuyés, soutenus. Mais cet aspect-là va surtout être vérifié par le médecin et la travailleuse sociale. Oui. La travailleuse sociale va faire une évaluation psychosociale et le médecin va voir le degré d'autonomie de la personne, alors l'état de santé en général. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui vont évaluer si la personne elle est apte encore ou inapte, bien entendu, pour que ce soit fait dans le temps voulu. Donc, pour terminer, vous m'avez indiqué en début d'émission que la Société d'Alzheimer de Laval allait vivre une semaine de sensibilisation. En fait, le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer, c'est au mois de janvier, mais c'est important le 31 mai, il y a une marche de la mémoire pour sensibiliser les personnes à la maladie d'Alzheimer et au service et à la recherche aussi qui est bien importante. Donc, votre appel a été entendu. Pour les personnes qui nous écoutent, la question là, qui arrive le plus souvent, là, où on vous appelle, l'appel à l'aide, là. Alors, on leur dit quoi? C'est quoi la réponse à leur question qui vous pose le plus souvent? Une des questions qui est souvent amenée par les proches, soit les enfants des personnes atteintes, c'est la difficulté d'aller chercher de l'aide extérieure pour aider leurs parents parce qu'ils ont des réticences à faire appel. C'est pas facile. À des personnes de l'extérieur. Effectivement, c'est pas facile.
Alors, ce qu'on peut faire pour les encourager à tout de même demander de l'aide, c'est de parler à leurs parents que comme aidants, ils ont besoin, eux d'avoir un support aussi et de faire appel au service de la Société Alzheimer, au service du CLSC, peut-être en leur disant qu'eux aussi, ils ont besoin de soutien comme aidants pour les aider à vivre le mieux possible leur quotidien. Donc, on comprend que l'évaluation médicale est vraiment importante là, parce que c'est elle qui détermine le degré d'inaptitude, d'une part, et d'autre part, il y a une évaluation psychosociale qui, elle, va déterminer les besoins de la personne qui souffre d'Alzheimer. Et c'est important de savoir qu'à la fois le proche aidant vit une problématique et à la fois la personne qui souffre d'Alzheimer vit aussi une autre problématique d'anxiété, d'inquiétude. Donc, elle ne veut pas non plus voir compromettre ses droits, mais en même temps veut s'assurer d'avoir des soins. Et on a le proche aidant qui, lui, veut soigner et s'assurer que la personne qu'il aime ait les soins nécessaires, mais en même temps veut quand même respecter les choix de la personne qui est atteinte d'Alzheimer. Donc, c'est à ce moment-là, je pense que le besoin d'être accompagné par une ressource pour aider les deux personnes, finalement, qui ne sont pas dans une confrontation, mais qui sont dans un cheminement où, ensemble, ils doivent établir leurs droits et s'assurer, finalement, qu'au niveau des services de santé, des services sociaux et des services légaux, ils aient le support nécessaire dans le respect des droits de chacun. Et la Société d'Alzheimer apporte aux citoyens qui sont pris avec cette maladie le support nécessaire pour les orienter vers les solutions et les services auxquels ils ont droit. Merci beaucoup. Le travailleur atteint d'une maladie pulmonaire telle que l'amiantose, la silicose ou l'asthme professionnel, cité dans la loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles, sera présumé porteur d'une maladie professionnelle dans la mesure où il a exercé un travail impliquant une exposition à des poussières organiques ou non organiques. Un diagnostic d'amiantose sera établi dans la mesure où il est démontré que le travailleur a été suffisamment exposé aux poussières d'amiante et qu'une radiologie pulmonaire présente certaines anomalies suggestives par rapport aux normes établies par le Bureau international du travail. De même, le travailleur devra démontrer qu'il a été exposé à des agents spécifiques sensibilisants, tels que la fumée de soudure et les poussières de certains métaux. Et il devra démontrer également qu'il est porteur d'asthme bronchique. Il sera alors présumé atteint d'asthme professionnel. Un travailleur âgé de 40 ans et plus qui souffre de problèmes pulmonaires ou d'un cancer du poumon devra toujours fournir de son médecin un historique professionnel détaillé de ses occupations, de ses tâches, des lieux d'emploi, des photographies d'époque, des ouvrages effectués, des analyses et des rapports qui auraient pu être portés à sa connaissance, des listes des coordonnées des anciens collègues de travail qui sont décédés, de la cause de leur décès et obtenir le plus rapidement possible l'avis d'un médecin pour connaître l'origine professionnelle de cette maladie. La jurisprudence reconnaît, selon la preuve et l'opinion scientifique récente et majoritaire, l'effet cancérigène de la fibre chrysotile, établissant ainsi un consensus sur la preuve qui permet l'application de la présomption selon l'article 29 de la loi sur les accidents de travail sur les maladies professionnelles pour le mésothélium. Dans le cas de maladies pulmonaires, le travailleur devra produire une réclamation à la CSST et fournir en principe un certificat médical attestant le diagnostic et se soumettre fréquemment à des évaluations médicales puisqu'il s'agit de maladies qui se développent souvent suivant un long processus. L'article 272 de la loi sur les accidents de travail et la maladie professionnelle prévoit que le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en décède doit produire sa réclamation dans les 6 mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou de la succession que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en est décédé. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous les communiquer à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous venez de participer à l'émission Justice citoyenne qui portait sur la protection du majeur inapte.
La semaine prochaine, nous traiterons des maladies professionnelles pulmonaires. Nous vous invitons à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de Justice citoyenne. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Ensemble, nous y serons.